j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs à me demander la suite des aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Donc voilà, aujourd'hui nous allons enfin lire la suite. Donc nous avions lu la dernière fois les 3 premiers chapitres: Descente dans le terrier du lapin, La mare de larmes et Une course à la comitarde et une longue histoire. Donc aujourd'hui nous allons lire les 3 chapitres suivants. Le lapin fait donner le petit Bill, les conseils du ver à soie et cochon et poivre. Donc c'est parti, on commence avec chapitre 4. Le lapin fait donner le petit Bill. C'était le lapin blanc. Il revenait au petit trot en jetant autour de lui des regards inquiets, comme s'il eût perdu quelque chose. Et Alice l'entendit marmonner: La duchesse, la duchesse, ô mes pauvres petites pattes, ô ma fourrure et mes moustaches, elle va me faire exécuter, aussi sûr qu'un furet est un furet. Où ai-je bien pu les laisser tomber? Je me le demande. Alice devina tout de suite qu'il cherchait son éventail et sa paire de gants de chevreau blanc. Et n'écoutant que son bon cœur, elle se mit en devoir de les chercher elle aussi. Mais ils n'étaient visibles nulle part. Tout paraissait avoir changé depuis son bain forcé dans la mare, et la grande salle où se trouvait la table de verre et la petite porte avaient complètement disparu. Au bout d'un très court instant, le lapin aperçut Alice qui poursuivait sa quête, et il l'interpella d'une voix courroucée. « Eh bien, Marianne, qu'est-ce que vous faites là? Courez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allez vite !» Alice eut si peur qu'elle partit aussitôt à toutes jambes dans la direction qu'il avait indiquée, sans tenter de rendre explicite l'erreur par lui commise. « Il m'a prise pour sa servante, se disait-elle tout en courant. Quel va être son étonnement lorsqu'il saura qui je suis? Mais il vaut mieux que je lui rapporte son éventail et ses gants, si du moins je peux les trouver. » Comme elle prononçait ces mots, elle arriva tout à coup devant une coquette petite maison sur la porte de laquelle une étincelante plaque de cuivre portait, gravée, la désignation de l'habitant: J. Lapin. Elle entra sans frapper et gravit 4 à 4 l'escalier, redoutant d'y rencontrer la vraie Marianne et de se voir chasser de la demeure avant d'y avoir trouvé l'éventail et les gants. Comme cela semble bizarre, se dit Alice, d'aller faire des commissions pour un lapin. Je m'attends à bientôt voir Dinah m'envoyer faire ses courses. Et elle se mit à imaginer comment les choses se passeraient en l'occurrence. Mademoiselle Alice, venez tout de suite, vous apprêter pour la promenade. J'arrive dans une minute, nounou. Mais jusqu'au retour de Dinah, il me faut surveiller ce trou de souris pour empêcher la souris d'en sortir. Seulement, poursuivit Alice, je ne pense pas que l'on garderait Dinah à la maison si elle se mettait à donner aux gens des ordres comme cela. Cependant, elle était arrivée dans une petite chambre proprette, devant la fenêtre de laquelle on voyait une table, et sur cette table, comme elle l'avait espéré, un éventail et 2 ou 3 paires de minuscules gants de chevreau blanc. Elle prit l'éventail et l'une des paires de gants, et elle s'apprêtait à quitter la pièce quand son regard tomba sur un petit flacon qui se trouvait à côté du miroir. Il n'y avait pas, cette fois, sur le flacon, d'étiquette portant les mots « Bois-moi ». Mais néanmoins, elle le déboucha et le porta à ses lèvres. « Je sais, se dit-elle, que quelque chose d'intéressant se produit à coup sûr dès que je mange ou bois quoi que ce soit.
Je vais donc tout simplement me rendre compte de l'effet du contenu de ce flacon. Je souhaite qu'il me fasse grandir de nouveau, car vraiment, j'en ai assez d'être, comme je le suis présentement, une créature minuscule. Ce fut bien là ce qui se produisit, et beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Avant d'avoir absorbé la moitié du contenu du flacon, elle constata que sa tête se trouvait pressée contre le plafond, et elle dut ployer l'échine pour éviter de se rompre le cou. Elle reposa précipitamment le flacon en se disant « Cela suffit comme ça, j'espère que je ne vais pas grandir davantage. D'ores et déjà, je ne peux plus passer par la porte. Certes, j'aurais mieux fait de n'en pas boire tant. » Hélas, les regrets étaient désormais superflus. Elle continuait de grandir, tant et si bien qu'elle dut s'agenouiller sur le plancher. Un instant plus tard, elle n'avait même plus assez de place pour y demeurer à genoux, et elle s'efforça de se coucher, un coude contre la porte et l'autre bras replié sur la tête. Elle n'en continua pas moins de grandir. Enfin, dans une suprême tentative d'accommodation, elle passa un bras par la fenêtre et engagea l'un de ses pieds dans la cheminée. Puis elle se dit « À présent je n'en saurais faire davantage, quoi qu'il arrive. Que vais-je devenir ?» Heureusement pour Alice, le petit flacon magique avait maintenant produit tout son effet, et elle cessa de grandir. Pourtant, sa position n'était rien moins que confortable, et comme il ne semblait pas qu'il y eût pour elle la moindre chance de jamais ressortir de la pièce, il n'est pas surprenant qu'elle se trouvât très malheureuse. C'était tout de même, pensa la pauvre Alice, bien plus agréable à la maison. Alors on n'était pas toujours en train de grandir ou de rapetisser et d'entendre des souris et des lapins vous donner des ordres. Je ne suis pas loin de souhaiter n'être jamais descendue dans ce terrier de lapins. Et pourtant, c'est assez curieux, voyez-vous, ce genre de vie que l'on mène ici. Je me demande ce qu'il a bien pu m'advenir. Quand je lisais des contes de fées, je m'imaginais que des aventures de ce genre n'arrivaient jamais. Et maintenant, voilà que je suis en train d'en vivre une. On devrait écrire un livre sur moi, on le devrait. Et quand je serai grande, j'en écrirai un moi-même. Mais je suis grande dès à présent, ajouta-t-elle d'une voix chagrine. En tout cas, je n'ai pas ici la place nécessaire pour grandir davantage. Mais alors, pensa Alice, ne deviendrai-je jamais plus âgée que je ne le suis actuellement? Ce serait une consolation en un sens que de ne jamais devenir une vieille femme. Mais aussi, toujours devoir apprendre des leçons. Ah, je n'aimerais sûrement pas cela. Oh, ma pauvre Alice, que tu es donc bête, se répondit-elle. Comment pourrais-tu ici apprendre des leçons? Voyons, il y a à peine assez de place pour toi-même, et pas la moindre place pour un quelconque livre de classe. Et elle poursuivait son bavardage, prenant à tour de rôle en considération le pour et le contre, et entretenant ainsi une vraie conversation, lorsque, au bout de quelques minutes, elle entendit une voix au dehors et s'arrêta de penser pour l'écouter. « Marianne, Marianne, disait la voix, apportez-moi mes gants immédiatement. » Puis on entendit dans l'escalier un bruit de petits pas précipités. Alice comprit que c'était le lapin qui venait voir ce qu'elle faisait, et elle se mit à trembler au point d'ébranler la maison, oubliant tout à fait qu'elle était maintenant environ 1000 fois plus grande que le lapin, et qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de lui. À l'instant suivant, le lapin était devant la porte et il essayait de la faire pivoter sur ses gonds. Mais comme cette porte s'ouvrait vers l'intérieur, et comme Alice bloquait le battant avec son cou,
Puisqu'il en est ainsi, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. Pour ça, tu peux toujours courir, pensa Alice, après avoir attendu le moment où elle crut entendre le lapin arriver sous la fenêtre. Elle allongea brusquement le bras et fit le geste d'attraper ce qui se trouvait à la portée de sa main. Elle ne saisit rien, mais elle entendit un petit cri perçant suivi du bruit d'une chute et d'un fracas de verre brisé qui lui donnèrent à penser que probablement le lapin était tombé au milieu du châssis d'une couche à concombre ou de quelque chose de ce genre. Ensuite, une voix courroucée, celle du lapin, s'éleva. Pat, Pat, où êtes-vous? Puis une voix qu'elle n'avait jamais encore entendue. Je suis là, pour sûr, en train de déterrer des pommes de reinette, votre honneur. En train de déterrer des pommes de reinette, vraiment, s'exclama le lapin, fort en colère. Arrivez ici, venez m'aider à sortir de ce machin-là. Nouveau fracas de verre brisé. À présent, dites-moi, Pat, que voit-on à cette fenêtre? Pour sûr, c'est un bras. Il prononça bras, votre honneur. Un bras animal que vous êtes. Qui a jamais vu un bras de cette dimension-là? Cela remplit toute la fenêtre. Pour sûr que ça la remplit, votre honneur, mais c'est un bras tout de même. Eh bien, en tout état de cause, il n'a rien à faire là. Allez l'enlever. Il y eut ensuite un long silence, troublé seulement de temps à autre par quelques chuchotements indistincts. Pour sûr, je n'aime pas ça, votre honneur, du tout, du tout. Faites ce que je vous dis, espèce de poltron. Finalement, Alice allongea de nouveau le bras et fit une nouvelle fois le geste de saisir ce qui pouvait être à la portée de sa main. Cette fois, on entendit deux petits cris et derechef un fracas de verre brisé. Combien ont-ils donc de châssis de couches à concombre, se demanda-t-elle. Et que vont-ils entreprendre la prochaine fois? Si c'est de me faire sortir par la fenêtre, je souhaite seulement qu'ils y réussissent. Je suis certaine, pour ma part, de n'avoir nulle envie de rester enfermée un seul instant de plus ici. Elle demeura quelque temps attentive, sans qu'aucun bruit ne parvint à ses oreilles. Enfin, elle entendit un grondement pareil à celui que produiraient de petites roues de charrette et le brouhaha d'un bon nombre de voix parlant toutes ensemble. Elle saisit quelques bribes de phrases. Où est l'autre échelle? Voyons, je ne pouvais en apporter qu'une. C'est Bill qui a l'autre. Bill, apportez-la ici, mon garçon. Dressez-les contre cette encoignure ici. Non, mettez-les d'abord bout à bout. Elles n'atteignent pas la moitié de la hauteur requise. Oh, cela ira comme ça, ne faites pas le difficile. Tenez, Bill, attrapez-moi cette corde. Le toit va-t-il supporter la charge? Attention à cette ardoise qui s'est détachée. Oh, elle dégringole. Garde-sous. Grand fracas. Voyons qui a fait cela. C'est Bill, je le parie. Qui va descendre dans la cheminée? Non, non, pas moi. C'est vous qui y descendrez. Pour cela, ne comptez pas sur moi. C'est à Bill d'y aller. Par ici, Bill. Le maître dit qu'il faut que vous descendiez dans la cheminée. Ainsi donc, se dit Alice, Bill va devoir, n'est-ce pas, descendre dans la cheminée. Ma parole, c'est à croire que toutes les corvées sont réservées à ce malheureux Bill. Pour rien au monde je ne voudrais être à la place de Bill. Cet âtre, certes, n'est pas bien large, mais je pense pouvoir décocher tout de même un bon petit coup de pied. Elle retira son pied de la cheminée autant qu'elle le put, et elle resta sans bouger jusqu'au moment où elle entendit un petit animal. Elle ne put deviner à quelle espèce il appartenait.
s'agriffer juste au-dessus d'elle, aux parois du conduit. Alors, en se disant « Voici Bill », elle donna un violent coup de pied et prêta l'oreille afin de savoir ce qu'il allait se passer. Ce qu'elle entendit en premier lieu, ce furent plusieurs voix s'écriant en chœur « Voilà Bill qui s'envole !» Puis la voix du lapin seul « Attrapez-le, vous, là-bas, à côté de la haie !» Suivit un silence, puis derechef parvint aux oreilles d'Alice un bruit confus de voix. « Soulevez-lui la tête, un peu d'eau de vie maintenant, ne l'étouffez pas. Comment cela s'est-il passé, mon vieux? Que vous est-il arrivé? Racontez-nous tout cela. » Enfin s'éleva une petite voix faible et suraiguë. « Cela, c'est Bill, pensa Alice. Ma parole, je ne sais pas. Cela suffit, merci. Je me sens mieux à présent, mais je suis bien trop bouleversée pour pouvoir vous dire tout ce que je sais. C'est que quelque chose m'est arrivé dessus comme un diable qui sort d'une boîte et que je suis partie dans les airs comme une fusée. » « C'est bien là ce que tu as fait, mon vieux, » repartirent les autres. « Il va falloir incendier la maison, dit la voix du lapin. Si jamais vous faites cela, je lance Dinah à vos trousses, s'écria Alice de toute la force de ses poumons. Il s'établit instantanément un silence de mort, et Alice se dit « Je me demande ce qu'ils vont manigancer encore. S'ils avaient pour 2 sous de jugeote, ils enlèveraient le toit. » Au bout d'1 ou 2 minutes, ils recommencèrent à s'agiter, et Alice entendit le lapin dire « Une brouettée suffira pour commencer. » « Une brouettée de quoi ?» se demanda Alice, mais elle n'eut pas à se le demander longtemps, car à l'instant suivant, une grêle de petits cailloux vint crépiter contre la fenêtre, et quelques-uns de ces cailloux la frappèrent au visage. « Je vais mettre le holà à ce petit jeu-là, se dit-elle tout en s'écriant. Vous feriez bien de ne pas recommencer, ce qui provoqua derechef un silence de mort. Alice remarqua, non sans quelque surprise, que les cailloux à l'instant où ils tombaient sur le plancher se transformaient tous en petits gâteaux, et il lui vint alors une idée lumineuse. « Si je mange un de ces gâteaux, pensa-t-elle, il est certain que cela va me faire changer de taille dans un sens ou dans l'autre. Et comme je n'ai pas la possibilité de devenir plus grande, cela doit me rendre plus petite, je suppose. » Elle avala donc l'un des gâteaux et fut ravie de constater qu'elle commençait tout de suite à rapetisser. Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer par la porte, elle sortit de la maison en courant et vit qu'une véritable foule de petits animaux l'attendait au dehors. Le pauvre petit Bill, le lézard, se trouvait au milieu de l'attroupement, soutenu par 2 cochons d'Inde qui lui faisaient boire d'un remède contenu dans un flacon. Ils se précipitèrent tous vers Alice au moment où elle parut, mais elle s'enfuit à toutes jambes et elle se trouva bientôt en sécurité au sein d'une épaisse forêt. « La première chose que j'ai à faire, se dit Alice, en errant à travers la forêt, c'est de reprendre ma taille normale. La seconde, c'est de trouver le chemin qui mène à cet adorable jardin. Je pense qu'il y a lieu de s'en tenir à ce plan. » Cela avait l'air d'être un plan excellent, en effet, et à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'elle n'avait pas la moindre idée quant à la manière de le mettre à exécution. Et tandis qu'elle scrutait avec inquiétude l'épaisseur des futaies, un petit aboiement sec, retentissant juste au-dessus de sa tête, lui fit vivement lever les yeux. Un énorme toutou abaissait vers elle le regard de ses grands yeux ronds et lui tendait timidement une patte avec laquelle il essayait
cessait d'être épouvantée à la pensée qu'il allait la dévorer en dépit de toutes ses cajoleries. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa un petit bout de baguette et le lui tendit, sur quoi le petit chien sauta en l'air des 4 pattes à la fois avec un jappement de plaisir et se précipita sur la baguette qu'il fit mine de vouloir mettre en pièces. Alors Alice se jeta derrière un grand chardon pour ne pas être piétinée, mais au moment où elle reparaissait de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita de nouveau sur la baguette et dans sa hâte à s'en emparer fit une involontaire culbute. Alors Alice, qui avait l'impression de jouer avec un cheval de labour et s'attendait à tout moment à être piétinée par l'animal, s'esquiva derechef derrière le chardon. Sur quoi le chiot entreprit une série de brefs assauts contre la baguette, effectuant chaque fois en courant plus de pas en arrière qu'il ne venait d'en faire en avant, et ne cessant de pousser un rauque aboiement jusqu'à ce qu'enfin il alla, haletant, la langue pendante, et ses grands yeux mi-clos, s'asseoir à une distance respectable d'Alice. Il parut à Alice que c'était le moment ou jamais de prendre la fuite. Elle partit donc sans plus attendre et courut à perdre haleine, jusqu'à ce que l'aboiement du chiot ne s'entendit plus que très faiblement dans le lointain. Et pourtant, quel gentil petit toutou c'était, dit Alice en s'appuyant pour se reposer contre un bouton d'or et en s'éventant avec une de ses feuilles. J'aurais bien aimé lui apprendre des tours. Si seulement j'avais eu la taille qu'il fallait pour cela. Sapristi, j'avais presque oublié que j'allais devoir redevenir grande. Voyons comment faire. Je suppose qu'il me faut manger ou boire quelque chose, mais la grande question c'est quoi donc? La grande question, sans nul doute, c'était quoi donc? Alice parcourut du regard les fleurs et les brins d'herbe qui l'entouraient, sans rien voir qui eût l'air d'être la chose qu'il fallait manger ou boire, compte tenu des circonstances. Un grand champignon à peu près de sa taille surgissait du sol non loin d'elle. Quand elle eut regardé sa face intérieure, ses côtés et sa face postérieure, l'idée lui vint de regarder aussi ce qu'il y avait sur sa partie supérieure. Elle se haussa sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil par-dessus le bord du champignon. Son regard rencontra immédiatement celui d'un gros ver à soie bleue qui était assis au sommet du cryptogame, les bras croisés, en train de fumer paisiblement un long hookah, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quiconque. Chapitre 5. Les conseils du ver à soie. Le ver à soie et Alice se regardèrent quelques instants durant en silence. Finalement, le bon Bix retira de sa bouche le hookah et d'une voix traînant et léthargique s'adressant à Alice. « Vous, qui êtes-vous » lui demanda-t-il. Ce n'était pas là un début de conversation bien encourageant. Alice répondit, non sans quelque embarras. Je ne sais pas trop, monsieur, pour le moment présent. Du moins je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. Qu'entendez-vous par là? Demanda d'un ton sévère le bon Bix. Expliquez-moi un peu quelle idée vous avez en tête. Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée j'ai en tête, répondit Alice, car je ne suis pas certaine d'avoir encore toute ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire, objecta le ver à soie. J'ai peur de ne pouvoir exposer cela plus clairement, répondit très poliment Alice, car pour commencer, je ne le comprends pas moi-même, et varié de taille à ce point en l'espace d'une seule journée, il y
a là de quoi vous faire perdre la tête. Allons donc, s'exclama le bon Bix. Eh bien, peut-être ne vous en êtes-vous pas encore rendu compte jusqu'à présent, dit Alice. Mais lorsqu'il vous faudra vous transformer en nymphe, cela vous arrivera un jour, savez-vous. Et ensuite en papillon. Je pense que cela vous paraîtra plutôt bizarre, ne le croyez-vous pas? Pas le moins du monde, répondit le ver à soie. Après tout, il est possible que vous voyez cela à votre façon, dit Alice. Tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre à moi. À vous, fit d'un ton méprisant le bon Bix. Mais vous, tout d'abord, qui êtes-vous? Cela les ramenait au début de leur entretien. Alice ressentit une légère irritation d'entendre le ver à soie faire des remarques si désobligeantes. Elle se redressa de toute sa hauteur et déclara avec componction: « Je pense que ce serait d'abord à vous de me dire qui vous êtes. » « Pourquoi ça ?» demanda le bon Bix. C'était là une autre question embarrassante. Comme aucune bonne raison ne venait à l'esprit d'Alice, et comme, en outre, le ver à soie semblait faire preuve d'un déplorable état d'esprit, elle lui tourna le dos pour s'éloigner de lui. « Revenez, lui cria le bon Bix, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. » Ceci semblait promettre une déclaration intéressante à coup sûr. Alice fit de nouveau demi-tour et revint sur ses pas. « Gardez votre sang-froid, prononça le bon Bix. « Est-ce tout ?» demanda Alice en réfrénant de son mieux sa colère. « Non, répondit le ver à soie. Alice pensa qu'elle pouvait bien patienter puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire, et que peut-être le ver à soie finirait par lui dire quelque chose qu'il vaudrait la peine d'entendre. Pendant quelques minutes, le bon Bix, sans mot dire, exhala des bouffées de fumée. Puis finalement, il décroisa les bras, retira une nouvelle fois de sa bouche le hookah et demanda à son interlocutrice: « Vous pensez donc n'être plus vous-même, n'est-il pas vrai ?»« J'en ai peur en effet, monsieur, dit Alice. Je ne peux me souvenir de choses comme je m'en souvenais d'ordinaire, et je ne conserve pas la même taille 10 minutes de suite. Ne pouvez-vous vous souvenir de quelle chose il s'agit? Demanda le bon Bix. Eh bien, j'ai essayé de dire, voyez comme l'active abeille, mais c'est devenu un tout autre poème, répondit d'une voix mélancolique Alice. Récitez-moi, vous êtes vieux, père William, ordonna le ver à soie. Alice joignit les mains et articula. Vous êtes vieux, père William, dit le jeune homme, et vos rares cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête, pourtant, vous restez planté comme un poirier. Est-ce bien raisonnable, vraiment? Étant jeune, répondit William à son fils, je craignais que cela ne nuisît au pensoir. Mais désormais convaincu de n'en point avoir, je peux sans nul souci faire un tel exercice. Vous êtes vieux, dit le premier, je vous l'ai dit, et présentez un embonpoint peu ordinaire. Ce nonobstant d'un saut périlleux en arrière, vous franchissez le seuil, pourquoi donc, je vous prie? Quand j'étais jeune, dit l'autre en hochant sa tête, grise, je me forgeais des membres vigoureux, par la vertu de cet onguent, 5 francs la boîte, permettez-moi, fiston, de vous en vendre 2. Vous êtes vieux, dit le garçon, vos dents sont trop faibles pour rien broyer de plus dur que le beurre. Or vous mangeâtes l'oie, y compris bec et os. Comment, dites-le nous, avez-vous bien pu faire? Jeune, dit le vieillard, j'étais dans la basoche, et à tout propos disputais avec mamie, grâce à quoi ma mâchoire a acquis une force musculaire qui a duré toute ma vie. Vous êtes vieux, dit le jeune homme, et nul
répondu à 3 questions, ça suffit, dit le père, n'allez pas vous donner des airs. Vais-je écouter encore vos idioties? Filez ou je vous mets mon pied dans le derrière. Ce n'est pas cela, dit le bon Bix. Pas tout à fait cela, j'en ai peur, dit Alice assez peu fière. On aura remplacé par d'autres un certain nombre de mots. Cet erroné du début à la fin constata d'un ton catégorique le verre à soie, puis il y eut quelques minutes de silence. Le bon Bix fut le premier à reprendre la parole. « Quelle taille, demanda-t-il, voulez-vous avoir ?»« Oh, pour ce qui est de la taille, je ne suis pas difficile, se hâta de répondre Alice. La seule chose que je n'aime pas, c'est d'en changer si souvent, voyez-vous bien. » Non, répliqua le ver à soie, je ne vois pas bien. Alice se tint coite. De toute sa vie, elle n'avait été à ce point contredite, et elle sentit qu'elle était en train de perdre son sang-froid. « Êtes-vous satisfaite de votre taille présente ?» demanda le bon Bix. « Eh bien, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, répondit Alice, j'aimerais être un tout petit peu plus grande que je ne suis. Avoir 7 centimètres de haut, c'est tellement pitoyable. » C'est une taille très convenable au contraire, riposta en se redressant de toute sa hauteur et en prenant un air outragé, le bon Bix. Il mesurait très exactement 7 centimètres. C'est que je n'en ai pas l'habitude, expliqua d'une voix contrite la pauvre Alice, et elle dit à part soi, si seulement ces êtres-là ne se montraient pas si susceptibles. Vous vous y habituerez à la longue, affirma le ver à soie qui porta à sa bouche le hookah et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment que son interlocuteur reprit la parole. Au bout d'une minute ou deux, le bon Bix retira de sa bouche le hookah, bâilla 1 ou 2 fois et s'ébroua. Puis il descendit du champignon et s'enfonça dans l'herbe à la manière d'un reptile, après avoir déclaré en guise d'adieu. L'un des côtés vous fera grandir, l'autre côté vous fera rapetisser. L'un des côtés de quoi? L'autre côté de quoi? Se demanda Alice, songeuse. Du champignon, dit le bon Bix, comme si Alice eût posé sa question à voix haute, et un instant plus tard, il avait disparu. Alice, 1 minute durant, resta à regarder pensivement le champignon, en essayant de déterminer quels en étaient les 2 côtés, et comme il était parfaitement rond, le problème lui parut difficile à résoudre. Néanmoins, elle finit par étendre les 2 bras le plus loin possible autour de sa circonférence, et de chaque main elle détacha un morceau du bord du cryptogame. Et maintenant, lequel des 2 est le bon? Se demanda-t-elle en grignotant pour essayer l'effet un petit bout du morceau qu'elle tenait de la main droite. À l'instant suivant, elle ressentait sous le menton un choc violent. Il venait de heurter son pied. Passablement effrayée de ce changement subit, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre car elle rapetissait rapidement. Elle se mit donc en devoir de manger un petit bout de l'autre morceau. Son menton était si étroitement pressé contre son pied qu'elle n'avait guère de place pour ouvrir la bouche, mais elle finit par y réussir et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait de la main gauche. « Allons, ma tête est enfin dégagée, » dit Alice en montrant tous les signes extérieurs d'une joie qui se changea en effroi l'instant d'après, lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne retrouvait plus nulle part ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en abaissant son regard en direction du sol, c'était un coup d'une longueur démesurée, qui, comme un pédoncule géant, semblait surgir d'un océan de vert feuillage qui s'étendait bien loin au-dessous d'elle. Toute cette verdure, qu'est-ce que cela peut bien être? Se demanda Alice. Et où donc sont passées mes épaules?
juste de réussir à l'infléchir vers le sol en lui faisant décrire un gracieux zigzag. Et elle était sur le point de se plonger la tête parmi les frondaisons dont elle découvrait qu'elles n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle avait erré à l'aventure quelques instants plus tôt, lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer précipitamment. Un gros pigeon s'était jeté de plein fouet sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» criait le pigeon. « Je ne suis pas un serpent, répondit avec indignation Alice. Laissez-moi donc tranquille. Serpent, je le répète, repartit, mais à voix moins haute, le pigeon. Puis il ajouta dans une sorte de sanglot. J'ai essayé tous les moyens, mais aucun ne semble approprié. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, dit Alice. J'ai essayé dans les racines des arbres, j'ai essayé dans les talus, j'ai essayé dans les haies, poursuivit sans l'écouter le pigeon. Mais hélas, ces serpents, il n'y a pas moyen de les contenter. Alice était de plus en plus intriguée, mais elle pensa qu'il était inutile d'ajouter quoi que ce fût avant que le pigeon n'eût fini de parler. Comme si ce n'était pas assez de soucis que de devoir couver les œufs, dit le pigeon. Il faut encore que les serpents me tiennent nuit et jour sur le qui-vive. Ma foi, je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde durant ces 3 dernières semaines. Je suis navrée d'apprendre que vous avez eu des ennuis, dit Alice, qui commençait à deviner ce que le pigeon voulait dire. Et voilà, poursuivit le pigeon en élevant la voix jusqu'au cri. Voilà qu'au moment où j'avais jeté mon dévolu sur l'arbre le plus haut de la forêt, et où je pensais être enfin débarrassé d'eux, voilà que ces maudits tortillards se mettent à descendre du ciel. Fi donc, serpent. Mais je ne suis pas un serpent, vous dis-je, protesta Alice. Je suis une. Eh bien, qu'êtes-vous donc, dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille, répondit sans grande conviction Alice, se rappelant toutes les métamorphoses qu'elle avait ce jour-là subies. Comme c'est vraisemblable, s'exclama du ton du plus profond mépris le pigeon. J'ai vu nombre de petites filles dans ma vie, mais jamais aucune qui fût affligée d'un pareil coup. Non, non, vous êtes un serpent, inutile de le nier. Je suppose que vous allez à présent me dire que vous n'avez jamais goûté à un œuf. J'ai goûté aux œufs, certainement, dit Alice, qui était une petite fille très franche. Pour ce qui est de manger des œufs, les enfants, voyez-vous, n'ont pas grand-chose à envier aux serpents. Je ne vous crois pas, dit le pigeon, mais si ce que vous dites est vrai, eh bien, les enfants ne sont qu'une variété de serpents, c'est tout ce que je peux vous dire. C'était une idée si nouvelle pour Alice qu'elle en resta absolument sans voix une minute ou deux durant, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter « Vous cherchez des œufs, je sais cela fort bien, et dans ces conditions, que m'importe que vous soyez une petite fille ou un serpent. » Cela m'importe beaucoup à moi, se hâta de dire Alice, mais il se trouve que je ne suis pas en train de chercher des œufs, et si j'en cherchais, ce n'est pas de vos œufs que je voudrais, je ne les aime pas crus. Eh bien, allez-vous-en alors, fit d'un ton maussade le pigeon en allant se réinstaller sur son nid. Alice s'accroupit au milieu des arbres, non sans peine, car son cou s'embarrassait continuellement parmi les branches, et à chaque instant elle devait s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un certain temps, elle se souvint qu'elle tenait toujours en main les 2 morceaux de champignons, et elle se mit très prudemment en devoir de grignoter l'un des morceaux, puis l'autre, grandissant parfois et d'autres fois rapetissant, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à revenir à sa taille habituelle.
fait si longtemps qu'elle n'avait pas approché de cette taille normale qu'elle ressentit tout d'abord une impression étrange. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et se mit à se parler comme à son ordinaire. Allons, la moitié de mon plan est à présent réalisée. Comme toutes ces transformations sont déconcertantes, je ne suis jamais certaine de ce que je vais devenir d'une minute à l'autre. Néanmoins, j'ai recouvré ma taille normale. Le prochain objectif, c'est d'entrer dans ce merveilleux jardin. Comment y parvenir, je me le demande. En disant cela, elle arriva tout à coup dans une clairière où se trouvait une maisonnette haute d'1,20 m environ. Quels que soient ceux qui habitent ici, pensa Alice, il ne saurait être question de me présenter à eux, grande comme je le suis. Certes, ils en mourraient de frayeur. Elle se remit donc à grignoter le morceau de champignon qu'elle tenait de la main droite, et n'eut garde de s'approcher de la maison avant d'avoir vu sa taille se réduire à 25 centimètres. Chapitre 6. Cochon et poivre. Depuis une minute ou deux, elle se tenait plantée devant la maison en se demandant ce qu'elle allait faire, lorsque soudain, un laquais en livrée, elle estima qu'il s'agissait d'un laquais parce qu'il était en livrée. Autrement, à en juger d'après son seul visage, elle l'eût plutôt pris pour un poisson. Sortit du bois en courant, et de son doigt replié frappa très fort à la porte. Celle-ci fut ouverte par un autre laquais en livrée, pourvu d'un visage rond et de gros yeux de grenouille, et les deux laquais, Alice le remarqua, avaient le crâne couvert d'une chevelure poudrée et bouclée. Elle avait grande envie de savoir ce qu'il se passait, et elle se glissa hors du bois pour écouter. Le laquais poisson commença par tirer de dessous son bras une immense lettre missive, presque aussi grande que lui-même, puis il tendit celle-ci à son collègue en disant d'un ton solennel: « Pour la duchesse, invitation de la part de la reine à une partie de croquet. » Le laquais grenouille répéta la formule du même ton solennel en modifiant un peu l'ordre des mots. De la part de la reine, pour la duchesse, invitation à une partie de croquet. Puis ils s'inclinèrent tous deux très bas et leurs boucles s'entremêlèrent. De voir cela, Alice riait si fort qu'elle dut retourner en courant se cacher dans l'épaisseur du bois, de crainte qu'ils ne l'entendissent. Quand elle en ressortit pour jeter un coup d'œil dans leur direction, le laquais poisson était parti, et l'autre, assis par terre près de la porte, tenait son regard stupidement fixé sur le ciel. Alice, timidement, s'approcha de la maison et frappa à la porte. « Il est tout à fait inutile de frapper, » lui dit le laquais, « et ceci pour deux raisons. La première, c'est que je suis de ce côté de la porte où vous vous trouvez vous-même. La seconde, c'est que l'on fait tant de bruit là-dedans que personne ne pourrait vous y entendre. » Et sans nul doute, on faisait à l'intérieur de la maison le vacarme le plus extraordinaire qui se puisse imaginer. C'étaient des hurlements et des éternuements ininterrompus, ponctués de temps à autre d'un grand fracas, comme si un plat ou une marmite eût volé en éclats. « S'il vous plaît, alors, s'enquit Alice, voulez-vous me dire comment je dois faire pour entrer ? » Frapper à la porte pourrait à la rigueur avoir quelque sens, poursuivit le laquais sans prêter attention aux paroles d'Alice, si la porte se trouvait interposée entre nous deux. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper, et moi, voyez-vous bien, je pourrais vous faire sortir. Il dirigeait son regard vers le ciel durant tout le temps qu'il parlait, et Alice trouva
cela décidément très impoli. Peut-être ne peut-il faire autrement, se dit-elle. Ses yeux sont placés si près du sommet de sa tête. Mais en tout cas, il pourrait au moins répondre aux questions qu'on lui pose. « Comment dois-je faire pour entrer ?» répéta-t-elle à haute voix. « Je vais, déclara le laquais, rester assis ici jusqu'à demain. » À cet instant, la porte de la maison s'ouvrit et une grande assiette vola droit en direction de la tête du domestique. Elle ne vit heureusement que lui effleurer le nez et alla se briser en 1000 morceaux contre un des arbres qui se trouvait derrière lui. Ou après-demain peut-être, poursuivit sur le même ton le laquais, comme si rien ne s'était passé. Comment dois-je faire pour entrer s'enquit derechef Alice en élevant la voix. Est-il vraiment nécessaire que vous entriez demanda le laquais. C'est là, voyez-vous bien, la première question à examiner. Ce l'était sans nul doute, seulement Alice n'aimait pas qu'on lui fît ainsi la leçon. C'est vraiment quelque chose d'effarant, dit-elle, à part soi, que la manière dont toutes ces créatures raisonnent. Il y a là de quoi vous rendre folle. Le laquais dut penser que c'était le moment ou jamais de répéter sa remarque avec des variantes. Je resterai assis ici sans désemparer, dit-il, pendant des jours et des jours. Mais moi, que dois-je faire demanda Alice. Tout ce qu'il vous plaira, répondit le laquais qui se prit à siffler. Oh, il est inutile de lui adresser la parole, se dit Alice au désespoir. Il est complètement idiot. Là-dessus, elle ouvrit la porte et pénétra dans la maison. La porte donnait directement sur une vaste cuisine tout enfumée. Assise au milieu de la pièce, sur un tabouret à 3 pieds, la duchesse était en train de bercer un bébé, penché au-dessus du feu. La cuisinière touillait le contenu d'un grand chaudron qui paraissait être rempli de soupe. Il y a certes trop de poivre dans cette soupe, se dit Alice dans la mesure où ses éternuements lui en laissaient le loisir. Il y en avait certes beaucoup trop aussi dans l'air. La duchesse elle-même éternuait de temps à autre. Le bébé éternuait et hurlait alternativement sans aucune interruption. Les seuls occupants de la cuisine qui n'éternuassent pas, c'étaient la cuisinière et un gros chat allongé devant l'âtre et qui souriait jusqu'aux oreilles. « Voudriez-vous, je vous prie, me dire ?» demanda Alice assez timidement, car elle n'était pas certaine qu'il fût conforme aux règles de la civilité de parler la première. « Pourquoi votre chat sourit comme il le fait ?» « C'est un chat du Cheshire, voilà pourquoi, » répondit la duchesse. « Cochon. » Elle jeta ce dernier mot avec une violence si soudaine qu'Alice sursauta. Mais un instant plus tard, elle comprenait que la duchesse s'était adressée au bébé et non à elle. Elle reprit donc courage et poursuivit. « J'ignorais que les chats du Cheshire sourissent continuellement. Je croyais que les chats ennemis des rats et des souris. À vrai dire même, je ne les savais pas capables de sourire. » « Ils en sont tous capables, » dit la duchesse, « et la plupart d'entre eux ne s'en privent pas. » « Je ne savais pas qu'il y eût au monde un seul chat doué de cette faculté, » dit très poliment Alice, ravie d'avoir pu entrer en conversation avec quelqu'un. « Vous ne savez pas grand-chose, ça c'est un fait patent, » répliqua la duchesse. Alice n'apprécia pas du tout le ton sur lequel fut faite cette remarque, et elle pensa qu'il serait bon de passer à un autre sujet de conversation. Tandis qu'elle essayait d'en trouver un, la cuisinière retira du feu le chaudron de soupe et se mit aussitôt en
s'avançait en direction de la duchesse et du bébé, tout ce qui lui tombait sous la main. D'abord les pincettes et le tisonnier, puis une ribambelle de casseroles, de plats et d'assiettes. La duchesse n'y prit point garde, même lorsque certains de ses ustensiles la frappèrent de plein fouet. Quant au bébé, il hurlait si fort dès avant ce bombardement qu'il était tout à fait impossible de savoir si les coups au but lui faisaient mal ou non. Oh, je vous en prie, rendez-vous compte de ce que vous faites. Oh, attention à son pauvre petit nez, s'écria Alice en sautillant sur place, à demi morte de peur, tandis qu'une casserole d'une dimension inhabituelle effleurait de sa trajectoire l'appendice nasal du bébé et manquait l'emporter. Si chacun s'occupait de ses propres affaires, dit dans un grognement rauque la duchesse, le monde tournerait bien plus vite qu'il ne le fait actuellement. Le bel avantage que cela serait, repartit Alice, enchantée de saisir l'occasion de montrer un peu de son savoir. Pensez seulement au désordre qu'entraîneraient tous ces jours et toutes ces nuits supplémentaires. Vous savez en effet qu'il faut à la terre 24 heures pour H. À propos de H, dit la duchesse, tranchez-lui donc la tête. Alice tourna vers la cuisinière un regard assez inquiet, en se demandant si elle allait prendre l'ordre au pied de la lettre. Mais la cuisinière s'affairait à touiller la soupe et n'avait pas l'air d'écouter. Alice se hasarda donc à poursuivre. Heuvez sa révolution autour du soleil. 24 heures, je crois bien, à moins que ce ne soit 12. Oh, dit la duchesse, ne venez pas me casser la tête, j'ai toujours eu horreur des chiffres. Et là-dessus, elle se remit à dorloter son enfant, tout en lui chantant une sorte de berceuse et en le secouant violemment à la fin de chaque vers. Soyez ferme avec votre petit garnement et battez-le bien fort sitôt qu'il éternue. S'il le fait, sans nul doute, et oui, c'est simplement parce qu'il sait que ce bruit-là vous exténue. Chœur avec la participation de la cuisinière et du bébé. Ouh, 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 ouh. Tandis que la duchesse chantait la seconde strophe, elle ne cessa pas de lancer le bébé en l'air et de le rattraper au vol. Le pauvre petit être hurlait de si bon cœur qu'Alice eut quelque peine à saisir les paroles de la chanson. Moi je suis ferme avec mon petit garnement, et je le bats bien fort sitôt qu'il éternue, car s'il le veut, il sait supporter bravement le poivre que dans ses narines j'insinue. Cœur, ouh, 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 ouh. Tenez, vous pouvez le bercer un peu si cela vous fait plaisir, dit la duchesse à Alice en lui jetant le bébé à la volée. Il faut que j'aille m'apprêter en vue de ma partie de croquettes avec la reine. Et elle sortit précipitamment de la pièce. La cuisinière lança dans sa direction une poêle à frire qui la manqua de justesse. Alice saisit le bébé non sans difficulté, car c'était un petit être bizarrement conformé qui allongeait bras et jambes dans tous les sens. Tout comme une étoile de mer, pensa Alice. Le pauvre petit, lorsqu'elle le prit dans ses bras, haletait comme une machine à vapeur et ne cessait de se tortiller comme un ver, de sorte que, durant les 2 minutes qui suivirent, Alice eut toutes les peines du monde à l'empêcher de tomber. Dès qu'elle eut trouvé la bonne manière de le maîtriser, il fallait le replier de façon à en faire une sorte de nœud, puis s'assurer une prise solide sur son oreille droite et sur son pied gauche pour empêcher le nœud de se défaire. Elle sortit avec lui à l'air libre. Si je ne prends pas cet enfant avec moi, pensa Alice, il va sûrement se faire tuer en moins d'1 jour ou 2.
serait-ce pas un crime que l'abandonner dans un pareil lieu? Elle prononça ces derniers mots à voix haute, et le petit être répondit par un grognement. Il n'éternuait plus pour l'instant. Ne grogne donc pas, lui dit Alice, ce n'est pas ainsi que l'on doit s'exprimer. Le bébé grogna de plus belle et Alice regarda avec inquiétude son visage en se demandant ce qui, en lui, laissait à désirer. Il avait sans conteste un nez très retroussé qui ressemblait bien plus à un groin qu'à un vrai nez. D'autre part, ses yeux devenaient bien petits pour des yeux de bébé. À tout prendre, il y avait dans sa physionomie quelque chose qui ne plaisait pas du tout à Alice. Mais peut-être étaient-ce ses sanglots qui le défiguraient ainsi, pensa-t-elle en le regardant de nouveau dans les yeux pour voir s'il y avait en eux des larmes. Non, il n'y en avait pas. Si tu es sur le point de te transformer en cochon, mon cher, lui dit Alice sans rire, je ne veux plus en rien avoir à faire avec toi. Prends-y garde. Le pauvre se remit de bon cœur à sangloter ou à grogner. Il était impossible de dire au juste s'il faisait l'un ou l'autre. Et la promenade se poursuivit pendant quelque temps sans que fût prononcé aucun autre mot. Alice était très précisément en train de commencer à se demander « Voyons, que vais-je faire de cette créature quand je l'aurai amenée à la maison ?» lorsque son protégé se mit à grogner de nouveau, avec une violence telle qu'Alice, quelque peu alarmée, abaissa le regard vers son visage. Cette fois, il ne pouvait plus y avoir l'ombre d'un doute. C'était bel et bien un cochon qu'elle avait sous les yeux, et elle comprit qu'il serait tout à fait absurde de le porter dans ses bras plus longtemps. Elle posa donc par terre le petit être et éprouva un certain soulagement à le voir trottiner sans trop de hâte vers le bois où il pénétra. En grandissant, se dit-elle, ce fut devenu un enfant terriblement laid, mais cela fait, je trouve, un assez joli cochon. Elle se mit à penser à d'autres enfants de sa connaissance qui eussent fait de remarquables cochons, et elle était précisément en train de se dire si seulement l'on connaissait le moyen de les transformer. Lorsqu'elle fut quelque peu saisie de se trouver en présence du chat du Cheshire, perché sur la branche d'un arbre à quelques mètres d'elle. En voyant Alice, le chat ne fit rien que sourire. Il avait l'air, estima-t-elle, d'avoir un caractère charmant. Pourtant, il possédait de très très longues griffes et un grand nombre de dents, de sorte qu'elle se rendit compte qu'il convenait de le traiter avec respect. Minet du Cheshire, commença-t-elle, avec quelque appréhension à articuler, ne sachant pas du tout si ce nom lui plairait. Mais le sourire du chat s'élargit ostensiblement. Allons, il est jusqu'à présent satisfait, pensa Alice, qui poursuivit. Voudriez-vous, je vous prie, me dire quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Cela dépend en grande partie du lieu où vous voulez vous rendre, répondit le chat. Je ne me soucie pas trop du lieu, dit Alice. En ce cas, peu importe quel chemin vous prendrez, déclara le chat. Pourvu que j'arrive quelque part, ajouta en manière d'explication Alice. Oh, dit le chat, vous pouvez être certaine d'y arriver, pourvu seulement que vous marchiez assez longtemps. Alice dut admettre que c'était là une évidence incontestable. Elle s'aventura donc à poser une autre question. Quelle sorte de gens vais-je rencontrer en ces parages? Dans cette direction-ci, répondit le chat en faisant un vague geste de la patte droite, habite un chapelier, et dans cette direction-là, ajouta-t-il en faisant le même geste de son autre patte, habite un lièvre de Mars. Vous pouvez, selon votre préférence, aller voir l'un ou l'autre. Ils sont fous tous les deux.
suffisante. Néanmoins, elle poursuivit. Et comment savez-vous que vous êtes fou? Commençons, dit le chat, par le commencement. Les chiens ne sont pas fous, vous l'admettez? Apparemment, répondit Alice. Eh bien, alors, poursuivit le chat, vous remarquerez que les chiens grondent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont contents. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère, donc je suis fou. J'appelle cela ronronner et non pas gronder, objecta Alice. Appelez cela comme il vous plaira, dit le chat. Jouerez-vous au croquet aujourd'hui chez la reine? J'en serais ravie, répondit Alice, mais jusqu'à présent je n'y ai pas été invitée. Vous m'y verrez, dit le chat, et il disparut. Alice n'en fut pas outre mesure surprise, car elle commençait à s'habituer à voir se produire les événements les plus bizarres. Comme elle regardait l'endroit où le chat s'était tout à l'heure montré, il réapparut soudain. À propos, dit-il, qu'est devenu le bébé? J'allais oublier de vous le demander. Il s'est changé en cochon, répondit Alice avec le plus grand sang-froid et comme si la réapparition du chat eût été chose toute naturelle. Je m'en doutais, fit le chat en disparaissant derechef. Alice demeura quelques instants aux aguets, s'attendant presque à le voir réapparaître, mais il n'en fit rien, et au bout d'1 ou 2 minutes, elle dirigea ses pas vers le lieu où on lui avait dit qu'elle trouverait le lièvre de Mars. Des chapeliers, se dit-elle, j'en ai déjà vu. Le lièvre de Mars sera le plus intéressant des deux, et comme on est en mai, peut-être ne sera-t-il pas tout à fait aussi fou qu'il l'était en mars. Ce disant, elle leva les yeux vers l'arbre, et voilà que le chat perché sur une branche s'y trouvait de nouveau. Avez-vous dit cochon ou pochon? Demanda le chat. J'ai dit cochon, répondit Alice, et j'aimerais que vous cessiez un peu d'apparaître et de disparaître d'une manière si soudaine. Vous me donnez le tournis. Entendu, dit le chat, et cette fois il s'effaça très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui persista quelque temps après que le reste de l'animal eut disparu. Ma foi, pensa Alice, il m'était souvent arrivé de voir un chat sans souris ou sourire, mais ce souris de chat sans chat, c'est bien la chose la plus curieuse que j'ai contemplée de ma vie. Elle n'avait pas parcouru une bien longue distance lorsqu'elle arriva en vue de la maison du lièvre de Mars. Elle pensa que ça devait être la maison qu'elle cherchait, parce que ses cheminées figuraient une paire d'oreilles et que son toit était tapissé de fourrure. C'était une demeure si vaste qu'elle préféra ne pas s'en approcher avant d'avoir grignoté un petit morceau supplémentaire du champignon qu'elle tenait de la main gauche, et ainsi atteint une taille de 60 centimètres environ. Et encore ne fût-ce pas sans quelque appréhension qu'elle se dirigea vers la maison du lièvre en se disant « Si tout de même il était fou furieux, je regrette presque de n'être pas allé voir l'autre plutôt que celui-ci. » Voilà, nous avons lu 6 chapitres sur 12. J'espère que ça vous a plu. Nous lirons la suite une prochaine